Ce magnifique ouvrage. Merci. Ah non, mais j'ose à peine le toucher d'ailleurs. Mais ne le touche pas, c'est tout. Je ne le touche pas, on va le montrer comme ça alors. Voilà. Jean-Pierre est aussi l'auteur d'un ouvrage aussi volumineux que remarqué sur sa guitare favorite, la Fender Stratocaster. C'est un livre énorme, un livre extraordinairement beau, riche. Il possède une superbe collection, avec pour fleuron Miss Daisy, une rarissime Stratocaster de pré-production de 1954, à qui il consacre un documentaire aux États-Unis. Un instrument exceptionnel, admiré des collectionneurs, et dont on trouve le poster grandeur nature jusque dans les boutiques de la Galerie du Louvre. Vous collectionnez aussi les guitares, vous avez quelques instruments. J'ai quelques jolis instruments, oui. Une Miss Daisy. Miss Daisy, c'est une guitare, c'est un peu le Stradivarius des guitares électriques, on va dire. C'est une des toutes premières Fender Stratocaster, les 1954. C'est une pièce de collection, c'est un modèle de pré-production. Il y en a très peu dans le monde. Cette guitare hors norme est considérée comme l'un des tout meilleurs instruments du genre. On a la même passion pour les mêmes guitares, pour les mêmes façons de jouer, pour les mêmes artistes. Donc ça fait beaucoup de points communs. Je suis légèrement jaloux parce que Jean-Pierre a quand même quelques bijoux, les tout premiers Stratos des années 50-54, qui sont aujourd'hui inatteignables. Miss Daisy a figuré dans des livres, des expositions ou sur des couvertures de magazines. Jean-Pierre enregistre tous ses albums avec cette guitare. Et elle a connu des duos et des admirateurs prestigieux, des plateaux télé ou encore la scène de l'Olympia. Miss Daisy, qu'est-ce que c'est que cette guitare? C'est une Fender Stratocaster de 1954, mais qui est l'un des quelques modèles de pré-production. Après essai de Miss Daisy, hein, cette magnifique guitare, c'est vraiment une guitare incroyable. Donc avec un sunburst charmant. Je pense que s'il y a un mot que je dois dire sur cette guitare, c'est vraiment le charme qui l'emporte en fait. C'est une guitare qui emporte facilement les gens, qui a, je pense, le vibrato. Je sais pas qui a réglé cette guitare, mais c'est la guitare qui a le bloc vibrato le mieux réglé de ce que j'ai essayé dans les guitares de ces années-là, et surtout des micros fabuleux. C'est-à-dire que le micro ici, il a une douceur, il a aussi une agressivité qui est Jeff Beckian, ce qui est rare sur les guitares de ces années-là. Et je trouve ça, je trouve ça assez fabuleux. Le micro-manche, il y a vraiment quelque chose de très guilmourien dessus. C'est une guitare qui emporte. En fait, je dis souvent que la qualité d'une bonne guitare, c'est d'emporter la personne qui joue avec, peu importe son niveau de jeu. Et je trouve que Miss Daisy, c'est une guitare qui vous emporte assez facilement, comme ont pu le constater d'ailleurs d'autres très grands musiciens que vous verrez avant et après moi, mais c'est une guitare absolument magique, franchement. Et puis historiquement, avoir une Strat de pré-production entre les mains, ça fait toujours un effet incroyable. Et je pense qu'elle n'a jamais été aussi aimée qu'actuellement, donc c'est ça qui fait plaisir. C'est toujours un truc assez touchant avec les guitares vintage. C'est certes, elles ont une valeur, certes, elles ont quelque chose, mais l'amour qu'on leur porte triomphe toujours. Donc nous sommes Alberto Martinez et Max Ruiz en train de photographier Miss Daisy. Pour un ouvrage que nous préparons sur des guitares emblématiques en taille réelle. Et celle-ci, elle est emblématique à plus d'un titre. J'ai lu ça sur un article, un luthier de Fender disant qu'en plus, c'était une des meilleures guitares, d'après lui, que Fender ait jamais fabriquée. Et donc c'est un peu intimidant quand même. C'est pas comme si on photographiait n'importe quelle guitare. On a l'impression d'être the mother of all guitars. C'est un honneur, quoi, quelque part. C'est un honneur. On se dit, quelle chance, quoi, non, d'avoir cet objet magnifique. On espère que nos photos vont la rendre aussi belle qu'elle est, quoi.
Les premières strates ont été construites sur la base d'une commande de 200 guitares qui a eu lieu mi-octobre 1954. Et avant ça, ils avaient fait une soixantaine de guitares, on n'a pas le nombre exact, qui étaient destinées soit à des guitaristes pour les tester, soit à montrer au NAMM Show ou des choses comme ça. Donc ces guitares-là étaient qualifiées de pré-production, tout simplement parce qu'elles ont été faites avant que la série ne démarre officiellement. Ce sont des guitares qui sonnent plutôt très très bien, et puis qui ont le charme voilà, du vintage et un petit côté, avec une petite histoire à raconter. J'ai vu passer quelques guitares mémorables, mais c'est vrai que Miss Daisy, c'est d'abord un objet. Alors c'est évidemment un objet de collection, mais un objet de collection en termes de guitare ne suffit pas si ce n'est pas en plus un instrument exceptionnel. Là, il se trouve que Miss Daisy est un instrument exceptionnel, dans un état de conservation incroyable et d'origine, et il suffit de faire un sol majeur dessus pour savoir à quel instrument on a affaire. On a des bois qui, en réalité, par rapport à leur année de coupe, aujourd'hui, on parle de siècles, quoi. On va parler de 80, 90 ans ou 100 ans de coupe. Donc on arrive à des états d'hygrométrie assez exceptionnels, donc à des sonorités acoustiques, y compris pour une guitare électrique comme Miss Daisy, qui est une sonorité acoustique qui est assez exceptionnelle. Si on rajoute là-dessus les micros bobinés main de l'époque, avec le vieillissement des aimants, les légers effets de démagnétisation, et la qualité des aciers, du chevalet, des frettes, etc., mais on arrive à avoir effectivement une qualité qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Quand on me demande si on a peur de travailler sur des instruments de ce niveau-là et des pièces de collection et de ce type-là, et par rapport à la responsabilité que ça génère chez nous, quand on manipule ces instruments-là, oui, évidemment qu'on a peur. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît avec Jean-Pierre. En 10 ans, si j'ai eu besoin d'avoir Miss Daisy en main plus de 3 fois, je crois que je l'ai eu 3 fois en main en 10 ans, et je me demande même si c'est pas 2 fois. Ce sont des instruments qui sont extrêmement stables, contrairement à des instruments beaucoup plus récents. Quand on met un micro similaire sur une guitare comme une Miss Daisy, donc avec un manche tout érable et une caisse en frêne léger, et qu'on va prendre le même micro, qu'on va le mettre sur une Strat des années 60, qui aura donc un manche avec une touche palissandre et une caisse en awl, on va avoir des points de compression différents à certaines fréquences différentes, avec le même micro et de lutheries différentes. Donc l'acoustique d'une guitare électrique est très importante. Et quand on a Miss Daisy en main et qu'on fait un sol majeur sur cette guitare, on sait très bien ce que ça veut dire, parce que c'est une guitare qui a une propension à générer de l'acoustique qui est assez extraordinaire. On parle de cet instrument de légende avec le guitariste et producteur Jean-Pierre Danel qui sort un livre entièrement dédié, très beau bouquin avec plein de photos, l'histoire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Vous êtes accompagné de Miss Daisy. Pourquoi elle est exceptionnelle, une Stradivarius de la guitare électrique? En fait, pour les collectionneurs, les gens ont tendance à penser, sûrement avec raison, que les toutes premières Stratocaster qui ont été fabriquées étaient peut-être les meilleures parce qu'il y avait un choix de bois spécifique. Elles étaient fabriquées vraiment une à une avec beaucoup de soin. Welcome to the Fender Stratocaster story, introducing a pre-production model named Miss Daisy. Over the last 60 years, the Strat has been on the top of the instrument sales on the guitar market. It's quite amazing to see that a guitar that was first built in 1954 is still now ruling the game all over the world. Et voilà. Here is Miss Daisy. June, July 1954, Fender Stratocaster. So here is Miss Daisy with its little sisters around. Un collectionneur de guitares
comment dire, exceptionnel, si tant est qu'on peut être exceptionnel dans le monde de la collection, mais on peut l'être. Il a réuni une collection de Stratocaster Fender qui est extraordinaire. Alors, il a quand même quelques bonnes guitares de derrière les fagots, voilà, les Miss Daisy, Lady Rose, la Marquise, voilà, toutes ces célèbres guitares. Je suis très strat parce que je trouve ça très confortable. Je jouais beaucoup avec le vibrato dans la main. À l'occasion des 50 ans de Jean-Pierre, un grand pâtissier versaillais a réalisé une copie exacte de Miss Daisy, grandeur nature, mais en chocolat. Ce qui m'a tout de suite frappé chez Jean-Pierre, c'est ce côté avant-gardiste sur son savoir-être, sa personnalité, ce qu'il était. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui était végétarienne. J'ai trouvé ça extrêmement instructif et 15 ans plus tard, on voit à quel point il avait déjà raison. Et nous avons immédiatement sympathisé parce que nous avons la même passion pour les animaux tous les deux. Et alors on fait un truc, j'en profite pour le dire parce que Mais je t'en prie, mais tu es là. Parce que c'est pour, pour ça, Jean-Pierre. Eh ben voilà, j'en profite parce que c'est pour une bonne cause. Jean-Pierre initie de nombreuses opérations caritatives. L'UNICEF, Amnesty International, la recherche contre le sida, les enfants malades. Tous ont bénéficié des droits de plusieurs de ses productions. Il s'associe à des noms au-delà du monde de la guitare, comme Jamel Debbouze ou Jean-Paul Belmondo pour les enfants défavorisés, les maladies rares ou l'éducation. En 2014, il organise une opération caritative au profit de l'association PETA pour les droits des animaux. Plusieurs œuvres d'art sont aussi créées autour de Miss Daisy et vendues aux enchères. C'est une guitare qui est unique par définition parce qu'elle a été réalisée par un artiste pop art néerlandais qui s'appelle Ton Pret. Fender nous a offert la guitare pour une vente aux enchères, une petite opération caritative que je fais au profit des droits des animaux. Parce que j'aime bien les animaux. On va signer des guitares, on va vendre des objets liés à la guitare. On a fait faire donc celle-ci. Alors montre-nous les deux côtés, parce que donc il y a le côté face là, qui est assez coloré, et le côté voilà. Le côté pile, le côté dos. Voilà. J'ai appelé quelques copains guitaristes qui ont signé avec moi des choses. Il y a Hank Marvin des Shadows, il y a Brian May de Queen, il y a Steve Lukather de Toto. Côté français, on a Nono de Trust, on a Michael Jones, on a Jean-Jacques Goldman. Ça n'a pas de rapport avec la musique, mais ça a fini par en avoir un. En fait, quand j'avais 5 ans, j'ai vu des lapins dépecés dans une boucherie avec ma maman. J'ai compris à cet âge-là qu'on tuait des animaux pour avoir de la viande. Et donc, comme j'adore les animaux, j'ai tout arrêté ce jour-là et je n'avais plus jamais mangé d'animaux morts. Donc, végétarien depuis fort longtemps maintenant. Et je me suis aperçu qu'il y a nombre de musiciens, surtout anglo-saxons, avec qui j'ai pu travailler notamment, qui sont végétariens, comme Brian May de Queen par exemple. Et ça nous a rapproché pas mal, non seulement la guitare, mais aussi ça dont on parle très souvent. Et j'avais lancé une opération caritative dans laquelle il m'a rejoint, justement parce que lui aussi est végétarien. Et voilà, alors je ne fais pas de prosélytisme, hein, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je n'ai pas envie de manger de viande, ça me plaît pas. Donc je n'en mange pas, donc effectivement le cliché rock'n'roll du guitariste, pas tout à fait moi en fait. Tous ces projets, Jean-Pierre les réalise en famille, et la gérante de ces sociétés n'est autre que sa mère, Margit. Auparavant, elle avait été la directrice de cabinet de Jacques Attali durant la campagne présidentielle de 1981, puis à l'Élysée durant les 2 septennats de François Mitterrand. Amie intime des Danel depuis 1973. Vous avez fréquenter les grands de ce monde en fait, parce que, bon, on peut le dire parce que c'est pas un secret, votre maman a travaillé longtemps avec Jacques Attali, oui. Ce qui veut dire qu'elle a été dans l'entourage du président Mitterrand, de François Mitterrand, et ce qui veut dire que vous, dès tout petit, le président Mitterrand, vous avez sur ses genoux quasiment, quoi. Oui, enfin il n'était pas président. Non, il n'était pas président encore à l'époque, oui. Même si ça n'a pas de rapport direct avec mon métier, j'ai eu la chance de croiser un tas de gens un peu hétéroclites, mais souvent très intéressants. Moi j'ai écrit quelques bouquins, alors je m'intéresse à des trucs qui ne sont pas que la musique, heureusement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je me rappelle avoir eu un petit échange avec Michel Onfray sur la parentalité, en parlant de ma fille Philippine. Voilà, c'était intéressant de parler de ça avec quelqu'un comme ça. Et en fait, familialement, il y a quelques histoires un petit peu originales. En fait, en 1973, mon papa a chanté dans un gala, comme on disait à l'époque. C'est François Mitterrand qui faisait un discours à la fin de cette soirée. Moi j'étais là, j'étais petit garçon, j'avais 5 ans. Bref, mes parents et lui sympathisent beaucoup. Ils se retrouvent pour un déjeuner à Paris, et puis
à nos déjeuners, un dîner, etc. Donc on se voit beaucoup, rue de Bièvre, chez François et Daniel à Paris. Alors il était loin d'être président de la République, il n'était même pas encore candidat pour les élections qu'il a perdues l'année suivante. C'était étonnant parce qu'en 1974, donc il perd les élections. Nous on se retrouve à Latch pour un déjeuner avec donc François et Daniel. Et après le déjeuner, on entend François qui dit à Daniel, bon on va mettre Jean-Pierre là, les Danel, on leur donne cette chambre-là. Et mes parents disent, mais on est venu déjeuner. Et François dit, mais vous n'êtes pas bien, vous voulez pas rester? Et en fait, on est resté 3 semaines. C'était une période étonnante parce que mon père, à ce moment-là, était dans un creux total de sa carrière. Il n'avait pas un gala, il n'avait rien. François venait de perdre les élections, donc le téléphone ne sonnait pas super souvent. On s'est beaucoup rapprochés. Donc pour mon père, c'était un peu François Mitterrand était un peu un père adoptif. Il a fait un livre d'ailleurs sur le sujet, papa. Quand il était môme et qu'il répétait avec la guitare, etc., notamment chez François Mitterrand, qui était devenu un peu mon père spirituel, et moi j'ai pas eu vraiment de famille de ce côté-là. Jean-Pierre a fait aussi ses débuts, c'est pas le moindre des débuts, chez le président de la République, qui lui amenait son petit déjeuner le matin, c'est vrai, et qui lui disait, tu sais, ne te tue pas trop au travail à l'école, c'est pas... Il faut avoir le minimum pour réussir. Est-ce que tu te souviens du jour où François Mitterrand t'a amené ton petit déjeuner au lit? Ah, voilà une vieille histoire. Oui, absolument. C'était en 86, je venais de passer mon bac. J'étais arrivé en vacances dans sa maison des Landes. Avec mes parents, voilà. Et il est venu m'apporter... très ami avec ton papa. Voilà, on a passé 20 ans, 25 ans de notre vie très très proche. Et il est venu m'amener mon petit déjeuner en peignoir un matin. Pour te remercier d'avoir passé ton bac? Non, pour discuter avec moi de ce que j'allais faire ensuite et en me conseillant de ne pas en faire trop. Il m'a dit, moi... Après le bac, j'ai fait le minimum de choses pour garder du temps, pour lire, pour voir mes amis et pour avoir une vie. Voilà. Et donc en fait, on a parlé. Fait ça? J'ai fait pire que ça. Mais après, j'ai dit à mes parents, s'il le dit, après tout, voilà, il n'a pas trop mal réussi. Donc. Ouais. Vous parliez avec lui un peu de vos envies de faire de la musique Oui, mais je jouais même en vacances, j'emmenais ma guitare, mon ampli. On passait les fins de repas à raconter des histoires drôles avec mon père qui raconte très bien, Roger Hanin qui était là, qui raconte bien aussi. Ça durait des heures et il pleurait de rire avec une serviette sur le visage. Enfin, c'était... Donc ça, c'est un souvenir extraordinaire forcément pour vous. Ah vous. oui, j'ai plein de jolis souvenirs qui sont très très loin de tout ce qui est officiel. Je les croisais dans les choses officielles, mais c'est pas les souvenirs les plus... Bon anniversaire, alors, mon petit. Oui, t'avais 10 ans, qu'est-ce que ça fait? C'était hier matin. Tu sais que c'est drôle, je pensais à ça tout à l'heure en te voyant quand on jouait à Punch. Je jouais à Punch avec papa, tu te rappelles? J'avais mis ma guitare, et tu sais que François avait un disque de Shadows qu'il m'avait montré dans son bureau, il avait 45 tours de FBI. En juillet 2018, Jean-Pierre retourne en famille passer un week-end à Latch, après que la maison soit restée longtemps inoccupée. Ce retour est l'occasion de faire découvrir à sa fille ses anciens lieux de vacances chez le président. Alors Philippine découvre Latch, ce qui l'amuse beaucoup parce qu'elle sait que j'y ai passé 18 ans de vacances, enfant, avec papy et mamie, enfin mon papa et ma maman, qui sont son papy et sa mamie. Les mêmes chaises longues qu'à l'époque, si je ne m'abuse. Je suis pas venu depuis un moment. Il y a un arbre qui a été coupé là. Alors j'ai pas de perche à selfie, mais bon voilà Latch, où j'ai passé 18 ans de vacances, enfant et adolescent, et où nous revenons aujourd'hui, pour la première fois depuis que François est mort. Voilà le bureau de François, ma voiture, l'entrée de la maison, et je fais découvrir les lieux à ma fille Philippine, qui est en train de donner à manger aux ânes, et les chapeaux de François, le bureau de François, appelé la Dacha. J'ai quelques souvenirs ici assez drôles parce qu'il m'avait montré un 45 tours de Shadows avec FBI qu'il avait ici, par là. Par ce petit truc là, un peu rigolo. Et avec FBI, son bureau, il écrivait Latch et Philippine qui va donner du pain aux ânes. Grande tradition ici. Depuis le milieu des années 90, la maison n'a pas changé, et l'ambiance y est toujours familiale et décontractée, comme lors des vacances que Jean-Pierre y passait enfant.
De vieux souvenirs, comme ce livre de fiction sorti en librairie dans les années 80, et mettant notamment en scène la famille Danel dans leur maison de La Varenne et à Latch avec les Mitterrand, ou les chiots nés des amours de Nora, la chienne des Danel, et de Neil, le chien du président. Pour moi, c'était un peu un grand-père, un grand-oncle, je ne sais pas trop quoi. C'était, voilà, on avait plein d'échanges assez étonnants. Puis bon, un jour, il devient président de la République et bien évidemment, ça ne change strictement rien. En fait, on s'est retrouvés en vacances, pareil. La seule chose, c'est qu'il nous arrivait d'aller là-bas en hélicoptère. On avait même pris le Mystère 50 présidentiel une fois, c'était voilà, après avoir fait le cortège officiel. On est venu ici avec maman et papa un matin. On a rejoint Daniel et François ici. On est parti avec le cortège officiel, il était président. Oui. On est allé à Villacoublay prendre le Mystère 50 présidentiel. À ce moment-là, il y a eu un petit incident, c'est-à-dire qu'un avion de ligne semblait se rapprocher un peu trop du couloir où volait l'avion présidentiel. Peu de temps après, nous avons vu arriver 3 Mirages qui ont escorté et accompagné cet avion qui s'est éloigné, je dirais, furtivement. François m'avait confié un chapeau blanc que lui avait offert Reagan pour sa collection parce que Neil sautait partout, il ne voulait pas qu'il l'abîme. On a pris le Mystère. On est arrivé à Mont-de-Marsan, on a pris les hélicoptères Puma de l'armée. Oui. François m'a dit, mets un casque, tu vas voir, ça fait du bruit. On est arrivé dans le champ à côté de Latch où vous nous attendiez. L'été d'avant les élections, maman lui avait demandé si jamais il se présentait, si elle pourrait donner un coup de main à la campagne. Ça l'aurait passionné de faire ça. Et il n'était pas sûr encore de se présenter. Puis quand il en a été sûr, un petit peu plus tard, à l'automne, Daniel a appelé à la maison. Et elle appelle ma mère, elle lui dit, écoute, est-ce que ce que tu as dit à François cet été est toujours valable? Il t'attend rue de Solferino, va le voir. Et il lui dit, écoutez, il y a quelqu'un avec qui je travaille, qui est un type assez hors norme. Et je pense que tous les deux, vous pourriez très bien vous entendre. Il a besoin de quelqu'un pour monter son cabinet. Et cette personne, c'était Jacques Attali. Et donc maman le rencontre, ça se passe très bien. Et effectivement, elle gère son cabinet pendant la campagne, où elle recrute un tas de gens, dont François Hollande, Ségolène Royal et tout ça, pour le cabinet de Jacques. Et puis voilà, la campagne a lieu, les élections sont remportées. Et ben on se dit, ben voilà, j'ai fait mon truc, quoi. Et François dit, mais non, mais on va à l'Élysée lundi, quoi. Et en fait, elle est restée 14 ans à diriger le cabinet de Jacques Attali, dans le bureau entre celui de Jacques et celui de François Mitterrand, qui était devenu président de la République. Et donc, elle a passé 14 ans là-bas. Et donc, voilà, donc on a plein d'anecdotes dans la famille, assez originales. Les temps ont bien changé parce que j'ai le souvenir d'être allé au cinéma avec Daniel et mes parents, voir Les Aventuriers de l'Arche perdue au Grand Rex à Paris. Et Daniel était déjà première dame. Il n'y avait pas l'ombre d'une sécurité avec nous, on faisait la queue tout à fait normalement, sans sécurité particulière. Et dans un genre voisin de ça, j'ai un souvenir un peu singulier. Nous étions à Latch en vacances, comme tous les étés. Et François nous a emmenés à Azur, dans un petit café où on allait déjeuner plusieurs fois par semaine, et où Daniel et ma maman étaient déjà arrivés à vélo, elle. Et donc on les rejoignait en voiture, François conduisait. Il avait une Renault Rodeo, qui est un peu un genre de Méhari. Et on roulait et la voiture sentait le brûler. Et donc on était un peu surpris de l'odeur, on regardait s'il n'avait pas oublié le frein à main ou quelque chose comme ça. Et en fait, en arrivant devant le restaurant, la voiture a pris feu, le moteur a pris feu en tout cas. Et donc c'était un petit peu la panique parce qu'il y avait des vraies flammes. Et donc François ne voulait pas descendre de la voiture tant que Neil et Julie, les labradors avec qui j'étais assis à l'arrière, moi, ne descendaient pas. Donc papa et François étaient à l'avant, poussaient les chiens avec moi. Et à ma grande surprise, les gars de la sécurité n'ont pas réagi tout de suite. Et c'est un client du café qui a sorti un extincteur de sa voiture et qui est venu éteindre les flammes de la rodéo. C'était assez surprenant. C'est un souvenir un peu particulier. J'ai des anecdotes, voilà, parce qu'on était amis de façon privée et intime. On était très très proches. Et maman, en plus, toutes ces anecdotes, on va dire professionnelles, qui lui ont permis de rencontrer Reagan, Thatcher, tout le monde. Enfin, voilà. Elle était déléguée de la présidence de la République à l'organisation du sommet des pays industrialisés pour le bicentenaire de la Révolution à l'Arche de la Défense. Donc voilà, c'était des trucs assez incroyables, quoi. En mai 88, au soir de la réélection du président, nous attendions, Pascal, Jean-Pierre et moi, au pied de l'escalier par où François est descendu avec son staff. Il nous a aperçus. Et il s'est dirigé droit vers Jean-Pierre et il lui a dit « Alors, ça marche ?» en faisant les gestes d'un guitariste. C'était assez amusant étant donné que c'était
quand même une soirée assez importante. On a connu beaucoup de gens. Christian Proutot. Ma rencontre avec Jean-Pierre, c'est une longue histoire. Le président de la République était très lié avec Pascal Danel. Le président Mitterrand était, on peut le dire, fan des chansons de Pascal. Et je venais d'être nommé à la présidence de la République sous François Mitterrand pour refaire sa sécurité. Comme nous étions amenés à nous rencontrer quelques fois, en particulier à Latch, ce moment on travaillait à la présidence. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés d'abord avec Pascal, qui m'a invité chez lui. Et je dis à Jean-Pierre, alors il paraît que tu joues du Shadows. Et il commence à jouer des morceaux les plus compliqués des Shadows. Et j'étais complètement estomaqué qu'un garçon qui devait avoir 13 ans à l'époque joue avec un tel feeling, un tel doigté. Moi qui croyais jouer de la guitare, j'étais un peu scotché. Et de là a démarré cette amitié. Je suis un peu comme lui, un collectionneur un peu compulsif sur cette guitare mythique, la Stratocaster, ce qui fait que quand je vois celle que j'ai à côté de moi, je rêve. On a eu à la fois cette amitié à travers la musique, malgré une différence d'âge. Ce point commun de la musique a scellé une amitié qui n'a pas faibli au cours de toutes ces années. Et lui, en matière musicale, est devenu le garçon que j'avais décelé à l'époque, le grand guitariste, sinon le plus grand à mon avis en France, capable de jouer tout ce que les autres jouent, capable de jouer avec eux, ce qui est jamais simple quand on rencontre des grands monuments comme Brian May ou d'autres grands guitaristes. J'ai été bluffé complètement lors de son dernier enregistrement, parce que là, ça atteint des sommets dans l'interprétation. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très politisé. C'est vrai qu'on avait ces amitiés familiales-là. Moi, je suis toujours penchant pour ce bord-là, pour plein de raisons, surtout les questions de société, parce que voilà, j'étais contre la peine de mort, pour le Pax, pour le mariage pour tous, toutes ces choses-là. Après, au-delà de ça, pas plus politisé que ça, quoique quand même, déjà pas mal, mais voilà, moi j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, qui était charmant, il n'y a aucun problème, mais bon voilà, moi j'ai des amitiés familiales et de cœur de ce côté-là depuis longtemps, et voilà, j'ai continué à voir et fréquenter François Hollande après que maman ait commencé à travailler avec eux pendant la campagne de 80, on est partis en vacances en Ardèche ensemble, on a fait plein de trucs. Il est devenu président à son tour, avec toutes les difficultés que suppose ce genre d'exercice. Mais c'est un type charmant, intéressant, brillant, tout ça. Ils sont tous très brillants à ce niveau-là. Et c'est toujours intéressant de rencontrer et de fréquenter des gens comme ça, qu'ils soient de gauche ou de droite. On a toujours à apprendre de ces gens-là qui sont de toute façon très au-dessus du lot. Donc c'est particulièrement enrichissant. En mars 2016, sortent le DVD All You Need Is Live et le coffret Guitar Tribute, appuyé par une campagne de publicité télévisée. Ce concert privé donné pour sa fille se doublera d'un concert acoustique promotionnel, en trio avec Michael Jones et le guitariste Matthias Schubert. En 2015, je n'avais pas fait d'album depuis un certain temps, et puis ma compagne trouvait que c'était long, et puis on avait une petite fille qui avait 2 ans qui voulait que son papa joue de la guitare. Alors j'ai décidé de faire un concert privé à la maison avec la famille, les amis. Donc on a monté ça, on a essayé de faire ça correctement avec d'abord avec d'excellents musiciens, mais voilà, avec des lumières, et puis on a filmé, et puis finalement c'est devenu un disque. Au départ, c'était pas tout à fait prévu comme ça, mais le projet a un peu grossi au fur et à mesure du temps. Et je ne regrette pas, parce que pour Philippine, notre fille, ça va être un souvenir. On la voit un petit peu à droite à gauche dans la vidéo, et puis voilà, c'était un moment privilégié en famille, avec les copains, avec des morceaux, certains vraiment pour elle. Et voilà, c'est un chouette souvenir de papa, on va dire. Salut, c'est Jean-Pierre Danel. Je rends hommage au plus grand tube de la guitare avec un best-of et mon live en vidéo dans Guitar Tribute. J'ai enregistré 37 titres, des duos et 10 heures de vidéo pour apprendre à jouer les 50 plus grands standards du rock. Moi, je courrais l'acheter. Oui, mais là, pour un concert privé, c'est trop grand.
trop froid, trop froid. Ah mais là, trop de travaux. Trop rural. Beaucoup trop rural. Ouais, tu comprends, un concert, c'est pour la petite puce. Elle a 2 ans, on va faire ça en famille, tranquille, avec les copains. Ouais, non mais t'as raison, t'as raison. On va faire comme ça, ici à Paris à la maison, tranquillement, et puis comme ça, la puce, elle pourra venir. Ok, ouais. Ok, on fait comme ça, je t'embrasse. Mélangeant répertoire vocal et instrumental, ainsi que 2 duos, le DVD est un survol de sa carrière et de ses influences musicales. Le travail de préparation est important et l'album et la vidéo recevront un accueil médiatique très positif. Vous pouvez chanter aussi. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de savoir. Ma compagne me disait, mais moi je sors avec un guitariste, tu joues quand exactement? Parce que voilà, je ne jouais jamais. Certains s'en réjouiront peut-être, mais... Et donc, ma petite puce qui avait 2 ans à l'époque me disait, mais moi je veux entendre la guitare de papa.
all shook up. Jean-Pierre embarque pour une longue tournée promotionnelle des plateaux de télévision et de radio, tantôt seul, tantôt en duo. Ça fait plaisir que vous soyez là, ça. Alors ça, quel bonheur. Ça va, Jean-Pierre? Ça va je très t'ai bien. vu sauter partout. Ah oui, je fais des Toi, bons. le musicien. La gueule qu'il a, il a une gueule de cinéma, ce garçon. Tu devrais faire du cinoche. C'est vrai? Ah ouais, en plus de jouer de la guitare. L'album sera 7e du top 50 et le DVD se classera numéro 1 des ventes, recevant rapidement un disque d'or, puis un disque de platine. Voilà la maman de Jean-Pierre. Non, stop, que maman. Excusez-moi, mais je suis fière de lui. Bah oui. Oh voilà, Jean-Pierre. Félicitations, Jean-Pierre. Jean-Pierre sur la gauche, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait ce disque sur l'idée de ma femme, pour ma fille, en duo sur un titre avec la avec comme directrice de production ma maman qui est là. Donc, quand on vous dit que ce métier est une grande famille, c'est vrai. Et pour finir, je dirais à Charles une petite chose. C'est la phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà. Et j'ai juste été l'élément qui vient après, c'est-à-dire croire déjà au projet, demander à la maison de disques d'y croire aussi. On s'est battu. Il a quand même vendu plus de 450 000 albums avec Guitar Connection, mais les maisons de disques, c'est vrai, c'est pas évident de les convaincre. Donc avec beaucoup de passion et d'envie, à un moment donné, ils ont envie de le faire. Parce que le marché est très compliqué, et encore même maintenant, malgré un DVD d'or comme on a là actuellement, c'est très compliqué. En plus, c'est un des meilleurs guitaristes au monde, il faut quand même le savoir. Mais dans les médias, il n'y a plus de place pour la musique. En face encore, Jean-Pierre, s'il vous plaît.
Jean-Pierre, vous êtes le guitariste solo qui vendait le plus d'albums en ce moment en France. Quand j'ai fait le disque là, qui est sorti récemment, c'est un coffret dans lequel il y a un live. Et il joue aussi avec toi. Et voilà, et je lui ai demandé qu'il vienne jouer avec moi ce même morceau qu'on jouait quand j'avais 14 ans sur scène, mais cette fois-ci devant ma fille. Et donc la petite avait son papa, son grand-père en train de jouer de la guitare ensemble, et nous en train de refaire ce qu'on avait fait 35 ans avant, qui était la chanson qui m'avait donné envie de faire ce métier. On était très émus, c'était une belle histoire. C'était presque une façon de boucler la boucle. Et puis votre papa disait qu'en dehors, vous étiez quelqu'un de très simple, de très humain. C'est ce que j'ai pu découvrir en vous rendant visite hier dans votre maison, non loin de Fontainebleau. J'ai finalement rencontré quelqu'un malgré tous ces disques de diamant et de platine, quelqu'un de comme tout le monde. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Renaud. Merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. On m'a dit que vous aviez reçu un grand nombre de récompenses tout au long de votre carrière. Quelques-unes, ouais, quelques-unes. Il y en a une là d'ailleurs. Un multidisque de diamants. C'est la consécration en fait pour un quart de siècle de carrière. C'est une jolie récompense, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'était très sympa. Ouais. C'est pas très courant, c'est vrai. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Wow. C'est vraiment le panthéon Jean-Pierre Danel ici, du sol au plafond. Du sol au plafond, voilà, c'est ça. Ici, c'est un petit peu tout le fruit de ton travail. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai empilé les choses que j'ai reçues au fur et à mesure des années. C'est laquelle de récompense qui est la plus importante à vos yeux? Celui qui m'a touché le plus, alors c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est le DVD live parce que le concert, c'est une chose que j'ai fait pour ma fille. Et dedans, je fais un duo avec mon papa. Ma maman est la directrice de production. C'est vraiment une histoire de famille. Et vous avez aussi bien joué en solo que en duo, en tout cas avec d'autres artistes. Je vois Louis Bertignac, Axel Bauer. C'était mon album de duo avec Laurent Voulzy, avec Hank Marvin des Shadows, avec Paul Person, avec Axel Bauer, avec Michael Jones. J'ai eu la chance que plein d'artistes acceptent de venir chanter mes chansons ou faire des reprises ensemble, jouer la guitare avec moi. C'était très très agréable. C'était une belle aventure. On ne divorce jamais de sa guitare. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que vous avez une sacrée collection. Ouais, je sais pas si c'est une collection, mais j'ai quelques guitares, beaucoup de guitaristes. Quelques dizaines? Quelques dizaines, oui. Là, j'ai quelques guitares qui sont de passage pendant que je reconstruis mon studio d'enregistrement. Et donc, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est la première que j'ai eue, que mes parents m'ont offerte quand j'avais 10 ans, avec laquelle j'ai appris à jouer. C'est la guitare historique, on peut le dire comme ça? N'exagérons rien, mais c'est ma première, en tout cas. C'est celle avec laquelle j'ai appris à jouer. Est-ce que parmi toutes celles-ci, il y a une guitare qui vous tient particulièrement à cœur, votre préférée? Je les apprécie toutes pour des raisons différentes. Mais ma préférée, elle n'est pas là. On ira la voir tout à l'heure. Ouais, je veux bien. Oui, je sens que c'est dans un endroit secret. C'est dans un endroit secret, elle s'appelle Miss Daisy. J'ai rencontré un guitariste mythique et je vais rencontrer une guitare unique. Voilà, c'est ça. Pour la guitare, c'est ça. Allez, venez, ils vont nous suivre. Jean-Pierre, j'ai pu voir que la musique, c'était une grande passion pour vous, mais je crois que c'est avant tout une histoire de famille, si je suis bien renseigné. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à l'anniversaire de ma sœur quand j'avais 10 ans. Un ami elle a passé un vinyle des Shadows. Et c'était plutôt la génération de mon papa, les Shadows. Il était fan des Shadows quand il était môme, donc ça le faisait marrer. Et donc j'ai eu envie de jouer de la guitare suite à ça. Alors j'avais une guitare en plastique, un jouet. Et papa m'a dit, mais tu vas pas faire semblant. J'ai dit, mais j'ai pas de guitare. Donc il m'a acheté une petite guitare avec maman. Ah, mais c'est la petite guitare qu'on a vue absolument, c'est celle-là. Tout à l'heure. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir écouté votre père plus jeune qui vous a conforté dans cette carrière? C'est-à-dire que j'avais l'habitude de voir des musiciens, des artistes. Donc ça, c'est vrai qu'évidemment, c'était peut-être naturel. Mais est-ce qu'il vous a mis sur les rails? Fatalement, parce que c'est évident que si j'avais fait de la guitare dans une famille où ça disait rien à personne, peut-être j'aurais pas été soutenu de la même manière. Donc, même si j'ai fait mes débuts à part, on s'est retrouvés beaucoup après. J'ai joué sur scène avec lui pendant des années, en France et à l'étranger. C'était très sympa d'ailleurs. Et après, j'ai même fini par produire des disques pour lui. Donc les choses se sont inversées.
Maintenant que vous m'avez mis l'eau à la bouche, après avoir parlé de tout ça, de toute votre carrière, est-ce que je pourrais avoir droit à un petit morceau? Ah oui, oui, on va faire quelque chose. On va bricoler parce que je suis tout seul, mais on va faire quelque chose. J'ai envie de vous voir à l'œuvre. Voilà. Jean-Pierre, je vois une guitare, c'est votre fille qui nous a rejoints. Oui. C'est parfait pour un petit concert. Oui, c'est Miss Daisy dont on a parlé tout à l'heure. Ah, c'est la fameuse guitare de collection. Oui. Impressionnant, super réussite. Hein. Oui. Parce qu'en fait, vous avez vendu combien d'albums en fait en tout? Alors, en fait, les deux casquettes. Quel succès? En fait, les deux casquettes. Producteur de disques et guitariste. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des disques de guitare, je voulais faire des disques instrumentaux comme les Shadows. Personne n'en voulait en France, en tout cas. Donc, je les ai sortis à l'étranger et j'ai commencé à produire des disques ici. Le disque qu'on voyait tout à l'heure, on me l'a remis pour les 25 ans après mes débuts. Alors, c'était 23 millions et des poussières. Et ça englobe les disques dont je suis producteur et mes disques en tant que guitariste, dont je suis producteur aussi. Et ces disques-là, on flirte avec les 4 millions, je crois, les disques de guitare. Donc, c'est beaucoup moins. J'imagine que vous êtes fier de cette réussite. Même s'il en vendait 10, je suis fier. Guitare, Tribute. C'est ça. Et les disques de platine. C'est énorme. Enfin, en 3 semaines. Ouais, Enfin, c'est rien. Non, mais on est content. Toi, tu restais très, très modeste. Dans la famille Danel, je demande le fils Jean-Pierre qui est avec nous, bien sûr, mais aussi avec ton papa dans cet album, Oui, c'est vrai. double album, double CD, avec évidemment la guitare en vedette, puisque c'est ça, c'est ton instrument fétiche, celui oui, qui t'a je crains, fait connaître à travers le monde, avec si quand même des gros succès. Il y Le a DVD, c'est concert. donc le concert Le privé. concert. Il y a 18 morceaux. La moitié sont chantés, la moitié sont instrumentaux. Il y a des titres à moi, il y a quelques reprises des morceaux qui m'ont donné envie de jouer de la guitare quand j'étais enfant.